pour ceux qui ne connaissent pas Pink Innov, juste présenter. Donc, Pink Innov existe maintenant depuis pratiquement 7 ans. C'est un réseau qui s'est constitué en partant, je dirais, d'une réflexion personnelle qui était que l'innovation, c'est pas uniquement des hommes, mais c'est aussi des femmes. Et cette idée est venue parce que j'ai participé à une soirée des clubs des directeurs innovation de Paris, et sur 100 personnes, il y avait 3 femmes. Donc c'est un côté un peu rebelle qui a parlé, qui a été de dire comment d'un côté, je peux aider des femmes à mieux s'impliquer et être présente dans l'innovation. Et en même temps, moi, j'ai eu la chance dans ma carrière professionnelle d'avoir des hommes qui m'ont fait confiance. Et au regard des projets que j'ai pu avoir, comment on pouvait les aider par un partage de connaissances et de savoir-faire pour qu'elles traversent moins d'écueils, ou en tout cas ceux qu'on avait vécus, elles puissent les éviter parce que de toute façon, elles en auraient d'autres. Et puis, de fil en aiguille, en fait, comme on apprend un marchand, c'est un peu comme tout le monde. Notre réseau n'est absolument pas politique, mais notre réseau, il est vraiment de vivre l'innovation, de le comprendre, d'apprendre de transposer un secteur vers un autre, et aussi passer des connaissances et des compétences. Et du coup, on s'est ouvert, on va dire, à la diversité en 2019, et pour plusieurs raisons. D'abord parce que on se rend compte que c'est une façon aussi de promouvoir l'innovation au féminin, mais en montrant aux femmes qui ont parfois tendance à hésiter pour postuler, à quel point elles peuvent être l'alter ego des hommes au travers tout simplement des ateliers qu'on réalise. Et ce travail a permis de montrer à des femmes que, en fait, hommes et femmes, nous étions complémentaires, chacun sur nos propres orientations, mais aussi de montrer que, à travers ces ateliers, la puissance de l'intelligence collective et la puissance de la transposition d'un secteur vers un autre pour être en capacité de l'appliquer vraiment concrètement dans le secteur dans lequel on est, et revenir après ces sessions de telle sorte qu'on puisse l'utiliser dans chaque entreprise. Donc, on est des makers. C'est pour ça que Pink Innov, c'est du learning by making, parce que rien de mieux que d'apprendre à faire pour pouvoir ensuite être en capacité de l'implémenter immédiatement dans l'entreprise ou de passer les compétences à ses équipes. Et c'est sur ce volet qu'on évolue. 2020 a été extrêmement riche pour nous, malgré le Covid. On a fait énormément de choses. Vous avez la rétrospective qu'on a consolidée, que vous pouvez télécharger sur le site Pink Innov, et qui vous montre à la fois tous les partenariats qu'on a fait, toutes les conférences qu'on a faites, et qui nous ont amené progressivement à être de plus en plus dans l'innovation responsable, ou du moins la responsabilité des entreprises en termes d'innovation. Et c'est le programme qu'on va ouvrir sur 2021 qui s'appelle SMART. On est smart non pas dans le logique buzzword, mais parce qu'on va s'inspirer des 17 ODD de l'ONU pour promouvoir un certain nombre de sujets comme la Smart FinTech, mais la Smart City, la Smart Energy, la Smart Diversity, la Smart Biodiversity aussi, et d'autres sujets, puisque on est partenaire de Biomime Expo, on avance sur des sujets pour la lutte contre le climat avec notre partenaire, le R20, qui est une ONG internationale qui a été fondée par Arnold Schwarzenegger quand il était encore gouverneur de Californie, et Michel Saban, qui est l'ancienne présidente de la région Île-de-France. Voilà, c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, et un partenariat qu'on a fait avec Cage pour réfléchir d'un point de vue plus académique sur l'innovation responsable. Donc, on a réouvert, pour ceux qui sont intéressés, nos adhésions sur 2021. Vous avez même la possibilité de bénéficier d'une promotion jusqu'au 31 janvier pour pouvoir participer à nos conférences et à nos ateliers, puisque, à la différence de 2020, nous allons avoir non seulement des ateliers de partage de connaissances qui seront ouverts à tous, mais ensuite des ateliers de mise en pratique avec la méthode Inexact, qui par contre seront fermés et pour nos adhérents ou les personnes qui souhaiteraient participer ad hoc. Donc, n'hésitez pas à regarder ce qu'il en est sur le site, à nous contacter pour pouvoir rejoindre Pink Innov. Donc, aujourd'hui, on accueille Édouard, Pierre et Denis, qui vont vous partager en tout cas leur expérience à travers une table ronde, 45 minutes de partage sous des angles complètement différents, dont le sujet est très simple, c'est comment eux ont utilisé les règles qui souvent bloquent ce que l'on veut faire pour contourner
justement ces règles et disrupter ce propre marché qui est celui extrêmement fermé de la finance. Et l'idée est de vous montrer que ce n'est pas parce qu'il y a des règles qu'on ne peut pas avancer, mais bien souvent en prenant le contre-pied de ces règles et en étant très innovant, on arrive à les contourner pour créer un nouveau marché et s'emparer du marché. Sans plus attendre, je vais les laisser d'abord se présenter rapidement et ensuite laisser la parole à Édouard qui va ouvrir le sujet et animer cette table ronde. Édouard, merci beaucoup et je te laisse lancer le débat. Eh ben, merci beaucoup Hélène. Effectivement, donc moi je suis Édouard Plus, je suis directeur du pôle solutions entreprises de l'agence d'innovation et de développement économique Paris & Co. Pour vous dire rapidement ce que j'ai pu faire par le passé, moi j'ai une formation initiale d'analyste financier. Je suis peut-être d'ailleurs le plus banquier d'entre nous, en tout cas de ceux qui vont intervenir ce matin. En 2013, j'ai co-créé une startup qui s'appelle Beyond Ratings, qu'on appellerait aujourd'hui une RegTech ou une FinTech RegTech. Et puis en 2017, à la demande des services de l'État et pour le compte de l'agence Paris & Co dont je parlais, j'ai créé le Swave, qui est le premier accélérateur français dédié à l'innovation dans les services financiers, donc dans tout ce qui est FinTech, PayTech, RegTech, InsurTech, tous ces jolis mots valises dans lesquels on va peut-être entrer un peu plus en détail avec mes camarades. Avec moi, j'ai Pierre Keinec et Denis Saada. Pierre, je te passe la balle pour que tu puisses te présenter un peu. Oui, merci Edouard. Donc Pierre Keinec, je suis cofondateur et donc CEO de Genji. On est une solution de gestion de dépenses professionnelles. Alors pour faire un peu aussi de background, donc moi je suis de formation ingénieur, donc pas très sexy aujourd'hui, maths spé, ingé, mais donc développeur ensuite et effectivement donc après avoir commencé ma carrière dans vraiment du pur dev et de l'expertise open source, j'ai créé une première boîte, puis une seconde, puis une troisième. Donc voilà, donc les deux premières existent toujours, sont plutôt des belles ETI françaises. Donc ça, je suis très content. Et donc voilà, en 2015, on a débuté notre aventure actuelle qui est Genji. Voilà. J'étais en mute. Denis, éventuellement, si tu veux nous dire un mot aussi de ton parcours. Oui, bien sûr. Bonjour, je suis Denis Saada, je suis le fondateur de Betterway. On va en parler. Betterway, c'est la première carte de paiement dédiée à la mobilité. En gros, l'idée, c'est comme un ticket restaurant, mais pour les transports, pour que les salariés puissent choisir la mobilité durable qu'ils ont envie de choisir pour venir au travail le matin. Donc, du vélo, du covoiturage, de l'autopartage, du transport en commun ou tout autre type de mobilité. Avant de créer Betterway, j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie et ensuite j'ai intégré Clear Channel où je suis devenu directeur de l'innovation et du développement digital. Et ensuite, j'ai rejoint Uber en France pour m'occuper des relations avec les collectivités territoriales et commercialiser les produits Uber, auprès des villes. Donc la ligne de force, contrairement à Pierre, c'est pas tant de l'ingénierie, c'est plutôt de création de nouveaux business et de nouveaux marchés dans l'ensemble des expériences que j'ai eues précédentes avant Betterway. Merci beaucoup à tous les deux. Alors, pour justement entrer un peu dans le débat, je pense qu'il faut qu'on revienne un petit peu à l'historique relativement récent, mais de ma rencontre avec Hélène. Avec Hélène, on a été mis en relation par nos partenaires Mastercard. Et la première fois qu'on s'est parlé avec Hélène, Hélène m'a dit en fait, j'aimerais faire un atelier sur les nouveaux business models dans le secteur de la FinTech. Donc, on s'est parlé et en fait, au bout d'une heure, j'ai fini par lui dire mais tu sais, en fait, Hélène, la question des business models, je ne sais pas si c'est vraiment ça ce qui anime aujourd'hui le cœur de l'innovation dans la FinTech parce que quand je discute,
avec des juristes notamment. J'avais en tête une rencontre que j'avais pu avoir quelques semaines auparavant avec Franck Guyader, qui était l'ancien directeur FinTech de l'autorité des marchés financiers et qui est aujourd'hui le directeur FinTech d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Gide. Quand je discute avec Franck, le constat qu'on fait, il est assez simple, c'est que pour tout ce qui est demande d'agrément dans le secteur financier, en l'occurrence, les startups n'innovent pas nécessairement dans leur business model. On va avoir très souvent des usages anciens, mais par contre, beaucoup d'UX, beaucoup de parcours client facilités, parce que le besoin, aujourd'hui, il est peut-être de ce côté-là. Donc, le business model, en réalité, on ne voit pas des centaines de business models différents dans l'écosystème. Par contre, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé quand j'ai lancé le Swave en 2017, c'est la diversité des profils. C'est-à-dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis peut-être le plus banquier d'entre nous. Moi, de façon un petit peu bête et sans doute par manque d'imagination, avant de lancer une fintech, je travaillais dans le secteur financier. Mais comme le disait Pierre et comme le disait Denis à l'instant, c'est loin d'être le cas pour une grande partie de nos entrepreneurs. Et en fait, la vraie question, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'intéresse à ça aujourd'hui, c'est comment naît l'innovation ou naissent les innovations dans le secteur financier et qui innove. Et du coup, quand on a élargi un petit peu la réflexion avec Hélène, on s'est dit, bon, il faut amener des camarades de jeu autour de la table. Et tout de suite m'est venue en tête l'idée d'avoir Pierre et d'avoir Denis. Alors, Pierre, on se connaît depuis un petit moment maintenant, parce qu'on s'est rencontrés la première fois en 2017. Au moment vraiment où moi j'allais lancer le dispositif. On s'est rencontrés, à l'époque on n'avait pas de partenaire, de mon côté en tout cas, pas de partenaire, pas d'endroit où vous héberger, pas de programme. Et tu as eu la bienveillance de croire en ce que je te racontais à l'époque. Et moi, il y a quelque chose, et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, non pas parce qu'on se connaît depuis longtemps, même si ça y contribue, c'est que quand tu as lancé Genji, dont tu peux nous dire un petit mot, en fait c'était vraiment pour répondre à quelque chose que toi-même tu avais rencontré. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment t'es venue l'idée et le cheminement en fait qui t'a amené à Genji aujourd'hui? Ouais, tout à fait. Alors effectivement, donc c'est vrai que donc moi j'avais fait deux sociétés avant. Et donc effectivement, nous on travaille dans la gestion de dépenses professionnelles. Donc la gestion de dépenses professionnelles, ça va être les notes de frais, les systèmes d'allowance, donc de per diem, de forfaitaire, etc., d'indemnité kilométrique, etc. Enfin, tout ce qui finalement a trait à du remboursement de ce type. Donc, c'est évidemment quelque chose qui touche chaque entreprise. Donc, moi-même, j'avais effectivement eu le problème dans ma première boîte, dans ma seconde boîte. La première fois, j'avais acheté une solution qu'on va qualifier de A, qui est la grande française, qui était une catastrophe, une catastrophe. Et la deuxième, je me suis dit, bon, je ne vais pas faire l'erreur, je vais acheter la solution B, la grande américaine. Donc, j'ai acheté la grande américaine qui m'a coûté encore plus cher et qui était encore moins bien. Alors, elle était un tout petit peu mieux parce que les Américains sont meilleurs à faire un peu plus de design. Le design est un peu moins moche, mais ce n'était pas du tout adapté, nous, à aucune de nos filiales. Ni la France, ni l'Allemagne. Bon, la Grèce, n'en parlons pas, ni le UK. Enfin, il n'y avait jamais une adhérence au droit correct parce que tout était US-centrique complet. Et puis, il fallait se débrouiller. Donc, je dis quand même, quand donc on a vendu notre seconde société avec mon associé, donc qui est toujours mon associé aujourd'hui, il me dit oui, on devrait faire un truc de gestion de notes de frais, machin. Je lui dis oh là là, c'est pas marrant du tout, c'est nul, ça m'intéresse pas du tout. Bon, et il me dit mais attends, quand même, on a eu deux solutions en des années, et au final, on a toujours embauché plus de gens dans l'équipe finance, de façon parfaitement linéaire. Et ça a toujours eu des NPS, donc des suivis de satisfaction dans nos boîtes qui étaient délirants. C'est-à-dire c'est la solution qui était la moins appréciée. Alors, je veux dire, on avait quand même le suivi de temps, enfin, des trucs où on peut s'attendre à des NPS très, très bas. Et pour le coup, l'expense, donc vraiment la partie gestion de notes de frais, était hallucinant. Les gens ne pouvaient pas supporter ça, notamment sur les populations qui avaient beaucoup de déplacements et à qui on expliquait quand ils rentraient le vendredi soir à Lyon-Saint-Exupéry chez eux, dans l'avion,
qu'ils ont fait du conseil en Europe, que bah ouais, fallait passer quand même un petit peu de temps ce week-end pour arriver à tout correctement numériser pour qu'on puisse faire les factures de refacturation. Ouais, donc c'était un enfer. Et c'est vrai que nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'est que c'était pas souvent, en fait, l'innovation vient effectivement de la facilitation et souvent de façon très orientée, si vous me pardonnez l'expression, front office. C'est-à-dire qu'on va essayer d'améliorer l'expérience collaborateur, mais on oublie quand même qu'en back-office, les gens sont des collaborateurs aussi. Ils ont le droit aussi d'avoir un système qui fonctionne. Ils ont le droit de ne plus être 40 à traiter des notes de frais, à regarder des reçus, etc. Et donc, ce qui nous a vraiment motivé au final à faire quelque chose, c'est que ce n'était pas juste la présentation collaborateur qui était, je dirais, qui se déplace et qui engendre des frais, qui était délirante. C'était aussi toute la complexité back-office pour évidemment les managers, mais de façon plus générale pour tous ceux qui sont à la compta, qui sont au remboursement côté paie, etc., qui ont des process qui sont complètement dingues. Donc, en fait, au final, ça a été un des grands éléments, c'est qu'on s'est dit non, en fait, ce n'est pas juste un truc où, à la limite, on va mieux tirer parti du mobile, on va mieux tirer parti d'un certain nombre de choses. C'est qu'il y a un problème de fond dans ce secteur qui sont des logiciels qui ne sont plus adaptés à des humains et où on résout tout par de l'augmentation de TP. Et ça, ou des projets pharaoniques DSI pour arriver à mettre le bon code de compte auxiliaire derrière une dépense parce qu'en fait, ouais, au Luxembourg, on n'a pas exactement le même plan comptable dans SAP, etc., etc. Et donc, au final, on construit des trucs qui sont complètement délirants. Donc, voilà, je dirais que nous, enfin, pour faire très rapide en termes de genèse, on s'est dit qu'effectivement, ça pouvait valoir le coup de se lancer parce que ce n'était pas qu'un problème de front, c'était un problème de finance et de flux financiers vers le RP et vers d'autres systèmes et qui avait vraiment des trucs complètement dingues qui n'avaient jamais été faits dans le secteur, sur le traitement de TVA, sur le truc et tout, et qu'on ne comprenait pas pourquoi le secteur finalement en était là. Ok, top. Denis, de ton côté, alors tu es revenu à la vidéo, super. Denis, justement, comment, du coup, toi, de ton côté, donc Pierre nous disait, ok, on avait une entreprise avec Nicolas, qui est l'associé de Pierre, on allait revendre, on s'est rendu compte qu'on avait un problème et on s'est dit, bon, bah, finalement, c'est quoi le nouveau problème qu'on va résoudre, dit trivialement. Denis, toi, est-ce que tu avais des problèmes chez Uber quand tu es devenu entrepreneur? Comment c'est venu? Le sujet n'est pas venu d'un problème interne, c'est plutôt venu de la connaissance du marché, en fait, puisque j'étais chez Uber et à la fois, j'ai eu la chance de voir pas mal d'entreprises fonctionner, la manière dont ils traitaient la mobilité de leurs salariés avec beaucoup de complexité. Et puis, on a aussi beaucoup étudié le cadre réglementaire qui était changeant, puisque l'année 2018 a été l'année de travail autour de la loi mobilité, donc de la fameuse LOM, l'année 2019, pardon. Et puis, quand je suis sorti de chez Uber, je me suis dit, tiens, il y a quand même beaucoup de nouvelles opportunités qui s'ouvrent avec cette LOM qui va à la fois faciliter la vie des entreprises, pousser des nouvelles mobilités et aussi créer de nouvelles opportunités car de nouveaux process à gérer. Et donc, de là est née l'idée de créer Betterway. Pour donner un peu plus de concept aux gens qui nous écoutent, de concret aux gens qui nous écoutent, pardon. Concrètement, dans cette loi, il se crée une nouvelle incentive fiscale qui s'appelle le forfait mobilité durable, qui permet aux entreprises de subventionner la mobilité de leurs salariés en vélo, covoiturage, en toutes les mobilités durables. Mais ça ouvre aussi tout un tas de sujets sur le traitement de cette mobilité, la capacité de suivre, la capacité, etc. D'où l'idée de créer la solution qu'on a créée. Et alors ça, c'est extrêmement intéressant. En plus, moi, ça fait écho, et on s'en était parlé lors de la préparation de la table ronde, moi, ça fait écho à ma propre expérience. C'est cette dimension, on va dire, quasiment opportuniste de se dire, il y a un changement réglementaire. Hélène, tu en parlais en introduction de la réglementation. Il y a un changement réglementaire et justement, ce changement réglementaire, si je me permets l'expression, en tout cas, je vais me l'appliquer à moi-même, je vais surfer dessus parce qu'il est créateur d'opportunités. Et je vais y aller. Et donc ça, c'est vraiment un conseil ou une remarque, en tout cas, qui peut être faite au regard de
de l'ensemble même des projets du SWAVE, il y a pas mal de projets en fait, qui se créent à ce moment-là, voire même pour certains, et c'était mon cas à l'époque de la structure que j'avais co-créée qui s'appelle Beyond Ratings, on avait en fait du lobbying pour que, c'était un projet de finance verte, pour que la loi sur la transition énergétique ait un article qui s'applique au secteur financier. Donc on avait une idée de ce qu'il fallait faire. On avait vraiment cette idée de pousser le secteur financier à minima faire du reporting sur son empreinte énergie-climat. Donc, fort de cette conviction, on était allé voir tout un tas de personnes, notamment à l'Assemblée nationale, pour faire du lobbying, pour expliquer la pertinence du sujet, pour expliquer pourquoi il nous semblait important que le secteur financier s'implique dans le sujet de la transition énergétique. Et l'article était passé, et derrière, et aujourd'hui d'ailleurs, vous avez énormément de projets qui se sont créés sur cette ligne-là. Et ça s'applique à la transition énergétique, mais ça s'applique à plein de sujets, dont la mobilité, comme tu nous en parles, Denis. Moi, La loi, vas-y, je t'en prie. Non, vas-y, je t'en prie. Je disais, la démocratie est bien faite parce qu'en général, le réglementaire vient des changements sociétaux et des changements d'habitude. Donc, en fait, il vient en général, ce réglementaire, entériner quelque chose qui est en train d'arriver dans la société et qui doit avoir des nouvelles règles. Concrètement, dans la société, oui, il y avait un développement et une volonté des collectivités locales, mais aussi des citoyens, etc., d'avoir plus de vélos, d'avoir plus de capacité à venir au travail de manière différente qu'en voiture ou en transport en commun. Et donc, la loi est venue entériner ça. Et tu as raison, Édouard, ça arrive plein de fois. Et quand on regarde énormément d'entreprises innovantes, voire même de très belles entreprises de French Tech, etc. Il y en a énormément qui se sont créées sur des ruptures réglementaires. Je pense à des entreprises dans les télécoms qui étaient mon ancien amour, par exemple. Comment s'appelle cette très belle entreprise toulousaine qui fait des réseaux bas débit. Sigfox. Sigfox. Sigfox, par exemple, c'est exactement, merci Pierre, c'est une histoire réglementaire aussi. Concrètement, les réseaux bas débit n'étaient pas disponibles avant à la vente. Et puis, il y a un moment où la réglementation a changé. Ils ont dit, tiens, on peut ouvrir les réseaux bas débit à la disposition du public. Il y a quelqu'un qui a eu une idée en disant, tiens, puisque cette réglementation a changé, on va créer quelque chose. Et maintenant, ils ont créé une boîte internationale qui n'est pas forte qu'en Europe, mais dans le monde entier. Donc, il y a beaucoup d'histoires comme ça. Donc, le réglementaire est une très belle opportunité pour se développer. Et alors, justement, je vais faire le lien entre ce premier point et puis un point qui a été à demi-mot évoqué par Pierre et puis qu'on a pu traiter, Denis, quand on s'est parlé il y a quelques semaines. C'est la question de est-ce qu'il faut aimer son idée? Est-ce qu'il faut être amoureux de son idée? Et pourquoi je pose cette question, même si on sait un peu où ça va? Moi, quand je rencontre nos différents entrepreneurs, j'explique à chaque fois que j'ai fait tout le parcours de la création d'entreprise jusqu'à la revente au London Stock Exchange il y a un petit 2 ans maintenant. Et donc, j'ai eu du bol finalement, et il faut de la chance aussi, parce que ça s'est plutôt bien terminé. Mais en l'occurrence, je pense qu'on a fait avec mes associés toutes les erreurs possibles et imaginables sur ce chemin. L'une d'entre elles, à mes yeux, c'était le fait d'entreprendre par conviction. C'était un sujet de finance verte. On est assez nombreux aujourd'hui en France, et heureusement, à se dire que le changement climatique est un drame. Donc, on était porteurs de projets. On avait un peu la dimension à l'époque, quand on s'est lancé, on avait l'impression d'être des chevaliers blancs ou des chevaliers verts, si je transpose un tout petit peu. Et donc, le fait d'entreprendre par conviction, pour nous, a été un énorme frein. Or, quand on t'entend, Pierre, ou quand on entend ce que tu dis, Denis, tu dis, moi, j'ai vu un changement réglementaire et il y en a plein. Et Pierre, toi, tu disais tout à l'heure, en fait, moi, la note de frais, au début, c'était quand même pas le truc le plus sexy. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Comment vous voyez cette idée? Est-ce que vous avez entrepris parce que c'était une opportunité de marché? Parce que vous croyez vraiment à la pertinence? Est-ce que vous auriez entrepris sur n'importe quel sujet? Pierre, peut-être pour commencer. Alors, c'est très intéressant. C'est une question très intéressante. Alors, moi, je vais répondre de façon
par finalement l'exemple. Ma première boîte qui était vraiment très techno, c'était vraiment quelque chose sur lequel j'avais un affect énorme, en fait. Un affect énorme. Bon, j'ai de la chance, comme tu dis, moi aussi, voilà, elle cartonné. Enfin, voilà, bref, c'était une très belle boîte. Mais par contre, c'est intéressant, les sujets de ma deuxième et donc maintenant de Genji sont des sujets qui, sur le papier, ne sont pas tellement sexy. Donc, ma deuxième, pour le coup, c'était de la taxation d'actes notariales automatisée. Voilà. Qui est aujourd'hui, quand même, une solution qui taxe, je pense, un acte sur deux. Hein. Donc, il faut quand même voilà, voir l'étendue du marché. Donc, c'est des belles solutions. Mais c'est pas des sujets, effectivement. Donc, je suis tout à fait d'accord, en fait, sur le réglementaire. Déjà, alors, je reviens, je fais une petite aparté là-dessus. Nous, en fait, quand on s'est lancé dans le Genji, un des gros éléments qui a été clé décisionnaire, c'est qu'on savait que la loi française changerait sur la dématérialisation probante des justificatifs de reçu. C'est-à-dire qu'on pourrait jeter le papier. On a été les premiers à le faire avec notre partenaire qui est DocaPost sur la partie française, donc qui est une filiale du groupe La Poste qui est spécialisée en archivage à vocation probatoire. Donc, le fait de pouvoir inviter quelqu'un au restaurant, prendre une photo, ça extrait tout et jeter à la poubelle direct le ticket. Donc ça, on savait que ça allait arriver. On savait que ça allait arriver, pourquoi? Parce qu'en fait, le Luxembourg avait déjà passé sa loi. Donc, c'est des lois qui sont vraiment spécifiques par État. Hein. Il n'y a pas du tout d'harmonisation européenne là-dessus. C'est vraiment du pur droit fiscal et généralement de la copie fiable telle qu'elle est dans le code civil généralement local ou approchant. Et donc, effectivement, ça a été un gros incentive. Alors après, sur la partie amour de l'idée, je pense que c'est oui et non, en fait. Il faut être suffisamment amoureux de son idée pour être capable d'encaisser un niveau de souffrance psychologique énorme pendant des années pour arriver à des tractions très fortes. Et il ne faut pas quand même se faire trop d'illusions. Il y a quand même, comme tu dis, tu as eu de la chance. La chance, elle arrive quand même quand on bosse énormément. En tout cas, c'est une amélioration de chance très forte. Donc, je dirais qu'il y a cette composante-là qui est quand même très importante, c'est qu'à un moment, il faut être suffisamment dédié ou peu intéressé par le reste de sa vie pour avoir une concentration relativement forte. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est positif ou négatif, je ne porte pas du tout de jugement de valeur là-dessus. Le second truc, c'est il faut être effectivement suffisamment peu amoureux de son idée pour rester quand même très lucide sur la capacité d'accès marché et sur un certain nombre de choses. Parce qu'effectivement, c'est pas parce que, on le sait tous, mais surtout dans le software, c'est pas parce que vous êtes 10 fois meilleur que ça va fonctionner. Donc, il y a quand même un certain nombre de choses à aligner qui sont non triviales. Du market, du product market, du machin, du truc des sales, etc. Et effectivement, à ce sens-là, on a tous un travers. Alors, c'est intéressant. Toi, tu viens entre guillemets du métier. Moi, je viens de la technique. Denis, il vient, je dirais, de la partie marché. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous une majeure dans laquelle on est très à l'aise et des choses dans lesquelles on n'est pas à l'aise. Et en tant que dirigeant, il faut arriver à se forcer à aussi être bon, ou en tout cas meilleur que la moyenne, que la gaussienne, sur les sujets qu'on ne maîtrise pas complètement. Donc, je dirais, dans ce sens-là, ça ne va pas dans le sens de l'amour. Parce que c'est vrai, quand on est amoureux de son idée, on a tendance à faire que les trucs dans lesquels on est bon. Et ça, c'est une très grossière erreur. C'est qu'évidemment, par exemple, les devs, on le voit, hein, ils veulent faire que du dev. Donc, à la fin, ça ne marche pas. Ça marche rarement. Donc, il faut quand même être bon dans d'autres choses. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est une question qui est vitale quand on se lance. C'est le taux d'amour inconditionnel qu'on a vers son idée versus de l'amour assez conditionné. Donc, il faut être lucide là-dessus. Et toi, Denis, du coup, est-ce que tu as un amour inconditionnel de la mobilité? Non, pas du tout. Je pense que, en revanche, je suis amoureux du fait d'être entrepreneur. Donc, je pense que c'est très différent. C'est-à-dire que
finalement, et je pense que Pierre témoignera, puisque lui, c'est un multi-entrepreneur. Donc, en fait, tu prends Pierre, je suppose que tu le mets dans un autre domaine, bah, il s'éclatera aussi et il fera encore autre chose. Je parle pour toi, peut-être, Pierre, mais je crois Je suis que… fatigué là, Denis. Hein. Franchement, je ne sais pas, la quatrième, je ne sais pas. Hein. C'est comme les enfants, c'est ça. Je ne sais pas si tu feras un quatrième. Non. Mais Je suis arrêté à 2. Hein. J'ai arrêté à 2. Bah, très bien, c'est pas assez. Je ne peux pas de jugement de valeur. Je pense que le sujet concret, c'est justement de se dire, ben, entrepreneur, c'est un état d'esprit et c'est cette capacité justement à foncer dans un sens et puis ensuite être capable de retourner la table et de se remettre en question en se disant, bon, ben oui, en effet, je me suis trompé. J'ai pas eu la bonne intuition, on n'a pas été dans le bon sens. Bon, ben, on reprend, on recommence, on refait jusqu'à trouver la bonne solution. Et je pense que c'est ça, il faut aimer cette remise en question et cette balance un petit peu entre ben, j'ai des convictions, j'y vais, et puis je me remets en question. Et moi, c'est ça que j'adore, c'est d'abord cette capacité. Moi, j'ai un profil qui est très différent de celui de Pierre ou même d'Edouard, puisque moi, je suis un néo-entrepreneur à quasiment 40 ans, donc j'ai fait 15 ans de carrière avant dans des entreprises classiques où j'avais un chef, des objectifs, puis un chef de mon chef et le chef de mon chef de mon chef. Et donc, j'ai été dans une structure très différente, même si j'ai eu des postes liés à l'innovation, donc qui sont souvent des postes assez plus libres que des postes très verticaux. Mais ce que j'adore dans l'entrepreneuriat, c'est cet aspect justement liberté et cet aspect un peu sans filet aussi. C'est-à-dire que dans mes anciens jobs, si je me plante, de toutes les manières, il y aura mon chef qui va me couvrir et mon surchef qui va me couvrir. Et c'est pas grave parce que ça sera toute la boîte qui se plante. Là, si je me plante, c'est tout le monde qui se plante. Et donc, j'ai en gros sur les épaules toute l'entreprise, toute l'aventure, mais aussi cette responsabilité vis-à-vis des salariés et des gens qui croient en nous. Alors, justement, Denis, tu disais, je suis amoureux. Qu'en est-il de l'intrapreneuriat? J'avais pas eu la petite question. Merci beaucoup, Denis. Si je peux me permettre, pardon, Edouard, avant que parce qu'on était en train de Pinky Knob, on veut être agile et on avait prévu de faire un atelier et puis c'est tellement intéressant de vous écouter. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions. Alors, avant de continuer, Edouard, je voudrais avoir l'avis, et si vous pouvez, je parle aux participantes, parce qu'on a beaucoup de femmes participantes et participants. Si vous êtes d'accord de plutôt faire une table ronde avec questions-réponses, et si ça vous convient d'aller dans votre Zoom, en bas, vous avez une petite icône qui dit réaction. Alors là, c'est vraiment aux gens qui écoutent pour le moment et qui voudraient peut-être participer. Si dans votre icône réaction, si vous êtes d'accord, vous pouvez me mettre le pouce que je vois, sachant qu'on pourra faire un atelier, bien sûr, par la suite, on vous enverra. Moi, je vous montre aussi mon pouce. Je suis entièrement d'accord et je serais ravi de répondre sur la question à l'entrepreneuriat puisque j'ai été entrepreneur pendant une dizaine d'années. Donc, je peux donner la différence entre les deux. Est-ce que Sarah, Monique, et tout, vous pouvez me… Ouais, je vois. Alors, ce n'est pas un outil de vote très académique. Hein, bon. Je suis désolée de vous avoir interrompu, mais c'était important d'avoir l'avis de nos participants, voir s'ils étaient d'accord. Je sais que Claudia est d'accord pour faire un chiffre, sachant qu'on a toujours notre idée d'atelier sur la méthode inexacte. C'est pas grave, on peut le repositionner avec les participants. On refera. Oui. Écoutez, désolé. On sent vraiment une dynamique qui est en train de se créer, qui est assez forte. Et je pense que c'est intéressant de surfer, que je suis d'accord avec Edouard, sur cette dynamique et d'aller peut-être beaucoup plus loin. Merci Claudia. De toute façon, on garde ce qu'on a préparé à refaire, peut-être d'ailleurs une session plus longue. Alors maintenant, je redonne la parole à Edouard. Peut-être aussi qu'il serait
peut-être bien, une fois que Edouard, tu auras répondu à la question, ou vous trois, de peut-être ouvrir plus largement à d'autres questions, parce que moi, je sais que j'en ai, et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc, on vous laisse répondre à celle-là, et puis on va ouvrir un peu plus pour d'autres questions. Ça vous va à tous, Hélène, Claudia, ça aussi? C'est OK? Oui. OK. Bon. Moi, je trouve que Edouard drive très bien la session, donc parfait. Laissons-nous porter. Voilà, parfait. Merci Hélène, je voulais juste avoir l'inclusion de nos participants. Merci. On prend les questions au fur et à mesure, du coup, et ça va venir nourrir l'échange et le débat. Alors du coup, je vais rebondir, c'était la question la première question, c'était Monique, c'est ça? Sur la question de l'intrapreneuriat. Et je vais faire d'une pierre deux coups, Denis, parce que je pense que c'est un tout petit peu lié, parce qu'on accompagne aussi des intrapreneurs. C'est effectivement, donc, qu'en est-il de ton expérience de l'intrapreneuriat? Et puis, plus largement, et je pose aussi la question à Pierre, parce que je ne pense pas que Pierre, tu été intrapreneur, ou alors tu as vraiment eu 1000 vies, mais c'est à quel moment vous vous êtes senti entrepreneur? Parce qu'il y a un chiffre, tu disais, Denis, que tu étais amoureux de l'idée d'être entrepreneur. Et bien justement, à quel moment le switch s'est fait et comment tu vois ça? Comment tu as vu la transition peut-être avec le moment où tu étais intrapreneur? Ok. Moi, j'ai été intrapreneur pendant une quinzaine d'années, comme je vous l'ai dit, une dizaine d'années, puisque mes années de conseil comptent pas. Donc, à chaque fois, j'ai été dans des situations de créer des nouveaux business dans des entreprises existantes. Je pense que la grande différence, justement, c'est cet aspect. Alors, il y a un truc positif, un truc négatif. Hein, cet aspect liberté et cet aspect sans filet. C'est-à-dire, quand tu es entrepreneur, finalement, tu es vraiment dans le grand bain. Il n'y a pas de gens qui vont derrière, sécuriser en quelque sorte ce qui va se passer. C'est-à-dire que vous êtes intrapreneur dans une boîte, si le truc se plante, c'est pas très grave. De toutes les manières, vous allez repartir, vous allez refaire autre chose, et puis vous êtes sur des voies qui sont déjà assez guidées. Donc finalement, même si de plus en plus d'entreprises essayent de cultiver ce sujet d'intrapreneuriat, finalement, on a quelque chose qui est assez codé et où le niveau de liberté est pas assez fort. La capacité d'être entrepreneur, c'est justement cette capacité de se dire, OK, je vais me lancer dans le grand bain, je vais justement pouvoir décider, renverser la table, être le seul responsable de ce que je vais faire. Et donc, l'aspect positif, c'est aussi de dire, je vais suivre mon intuition et être capable d'y aller à fond. Et pas avoir quelqu'un au-dessus de moi qui va me dire ouais, mais là c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Donc c'est vraiment ça la différence. Pierre, toi sur le moment, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit ça y est, maintenant on y est en fait? Ouais, c'est intéressant. Alors, je vais répondre de façon très, très franche. Donc, il ne faut pas me juger. En tout cas, on te jugera quand même, c'est pas grave. Mais on me jugera quand même, je pense. Mais je vais le dire de façon très honnête. En fait, donc moi, j'étais dans une petite boîte d'expertise qui s'est fait racheter à l'époque, en 2004, par une boîte, une ETI, une grosse ETI. Et j'ai vu le discours, du président et du directeur général qui nous intégraient. Donc, nous, on était censé être un peu le rachat de la petite boîte hyper tech, très cool, qui allait révolutionner le conseil dans le groupe. Voilà. Et en fait, on s'est dit effectivement avec Nicolas à l'époque, non, je pense que ça ne va pas le faire. On va aller fonder notre propre boîte à l'époque et puis faire quelque chose. Je ne me suis jamais senti entrepreneur, jamais. Moi, je vais être très franc, j'étais jeune ingé. Personne ne me projetait d'image. Enfin, les gens me projetaient une image de futur échec. Tout le monde me disait qu'on allait se tenter, qu'on était nuls, que de toute façon, on était entrepreneur, on ne savait pas faire de la compta, on ne savait pas faire du truc, on n'arriverait pas. Enfin, bref. Et puis, les années passent, etc. On arrive à des CA pas dégueulasses. On était peut-être, au moment où on devait être 120.
Et c'est vrai que dans une niche hyper précise, ça commence à être des tailles où on a quasiment finalement tout le monde en Europe, quoi. Enfin, tous les bons en Europe. Donc c'est vrai que ce qui s'est passé, c'est que donc on a revendu. Moi, je voulais sortir de l'expertise, je voulais faire vraiment du SaaS. Et en fait, pour ma seconde, les gens m'ont projeté une image totalement inverse. Ils m'ont dit de toute façon, tout ce que tu fais, ça réussit. Ah là là, de toute façon, tu vas encore t'en mettre plein les fouilles, blablabla, bla, bla, qui est hyper négatif, mais totalement opposé. Et c'est là que je me suis dit, et là, les gens disaient tout le temps entrepreneur, 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 entrepreneur. Et c'est là, c'est la seule fois, en fait, c'est le premier moment où je me suis dit, bon, déjà, ne comptons surtout pas sur l'avis des autres pour rester positif, parce que les gens trouveront toujours un truc négatif à dire s'ils sont négatifs. Ça, c'était la première leçon. Et la seconde, parce qu'effectivement, voilà, bon, bref, je trouve qu'il y a une espèce d'ambivalence totale en fait sur se lancer, puis ensuite la réussite ou l'échec, etc., qui est très bizarre, parce que tout le monde trouvera toujours quelque chose de négatif à dire, quel que soit le cas. Qu'on ait échoué, qu'on ait machin, que ça. Enfin, bref. Et ensuite, le second truc, c'est qu'effectivement, mais c'est finalement plus un effet de bord des gens qui disaient, on va dire, qui utilisaient ce terme entrepreneur que moi, pour être honnête, je n'ai pas jamais vraiment trop compris, etc. Alors, c'est différent maintenant, parce que c'est vrai que maintenant, c'est le mot le plus donné de la planète. Mais pour moi, je vais être très honnête, à l'époque, entrepreneur, c'est les mecs du BTP. C'est ça, hein, c'est quand même, moi, quand j'étais jeune, on disait entrepreneur, c'était les mecs qui venaient faire la construction. Hein, donc, moi, je n'étais pas du tout sur ce terme-là, je n'étais pas du tout sur ce concept, en fait. Et c'est après que c'est venu, mais c'est finalement venu comme un effet de bord de perception des autres que comme une perception personnelle de moi, mon travail, entre guillemets. Voilà. C'est le seul moment où je me suis dit, après tout, ça a l'air d'être le terme. Donc, peut-être que, voilà. Et aujourd'hui, tu l'assumes ? Aujourd'hui, je l'assume parce que, effectivement, maintenant, tu vois, en plus, les gens ils disent serial entrepreneur, tout ça et tout. Alors, tu sais jamais vraiment trop. Bon, moi, je trouve ça. Je pense que c'est aussi. Il y a un côté peut-être un peu flatteur, je sais pas, mais c'est vrai que moi, en fait, c'est pas comme ça que je le conçois, en fait. Je conçois, tu vois, tu as des choses que tu veux faire qui vont être le prochain truc que tu veux faire. Après, les termes dessus, c'est pas forcément trop. Je trouve que tu t'arrêtes pas à l'étiquette. Reflète pas le job, parce qu'en fait, ou alors il reflète le job, mais je le perçois pas forcément. Et moi, pour moi, tu vois, entrepreneur, c'est en fait, en réalité, c'est d'être capable de faire un pitch d'un truc hyper important sur un appel d'offres et derrière de changer une cartouche d'encre en s'en foutant partout sur soi. C'est ça, en fait, pour moi, le truc. C'est que ce que Denis disait, c'est le grand écart. En fait, tu as plein de trucs, tu as plein de tâches qui vont être complètement hallucinantes, mais à un moment, il faut les faire et le plus vite possible. Donc, il faut quand même trouver quelqu'un. Et donc, c'est vrai que je dirais que c'est ce côté-là. C'est ce côté-là que je n'évalue pas, qui pour moi est le mot, en fait. Je vais faire le lien entre ce que tu dis, ce que dit Denis, et puis la réponse à Monique, sur 3 exemples. La première chose, c'est, à mon sens, quand on devient entrepreneur, alors moi, sur mes temps de loisirs, je fais du parachutisme. Et je compare souvent le fait d'être entrepreneur au fait qu'on va, au bout d'un moment, sauter d'un avion et qu'une fois qu'on a sauté de l'avion, c'est un petit peu plus compliqué pour y remonter, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un petit truc qui s'appelle la gravité, qu'on connaît bien depuis Newton, qui fait qu'une fois qu'on a franchi la porte de l'avion, maintenant on y est et il va falloir apprendre, et c'est ce que tu disais Pierre, avec passer du pitch sur un appel d'offres hyper important à changer la cartouche d'encre. En fait, quelle que soit la méthode, il va falloir trouver la bonne façon d'atterrir pour ne pas se cracher et pour atterrir le plus en douceur possible. Alors après, derrière, c'est est-ce qu'on a envie de remonter dans l'avion pour refaire un saut au parachute, et c'est aussi le lien de ce que tu disais, Denis, vis-à-vis de ce que tu disais, Pierre, à savoir, en fait, tu as monté une boîte, moi, à titre personnel, je me suis dit, ok, j'ai fait la première, je l'ai revendue, je ne l'avais même pas revendue encore, j'étais juste actionnaire quand je suis sorti de l'opérationnel. Je me suis dit que j'allais quand même me reposer un tout petit peu. Bon, il se trouve que monter le seuil, il ne va pas être complètement reposant non plus.
et je me retrouve bien dans le changement des cartouches d'encre. Mais cette remontée, donc c'est vrai que on met beaucoup de soi dans cette entreprise, dans la création d'une entreprise, quelle qu'elle soit. Moi, je suis très admiratif, Denis, parce qu'on se connaît un petit peu, on a déjà parlé plusieurs fois de la façon dont tu gérais Betterway, de cette capacité que tu peux avoir aussi à dire je ne suis pas suffisamment amoureux de mon idée pour me brûler complètement dans ce que je fais, et donc j'arrive à avoir une vie qui reste assez cadrée. Enfin, c'est ce qu'on se disait, même si c'est très intense. Ça ne se fait pas au détriment de la vie de famille, par exemple, dont on parlait aussi tout à l'heure. Enfin, je ne sais pas quel est ton… Est-ce que tu acquiesces, Denis, sur ce que je dis? Oui, tout à fait. Moi, j'ai pas l'impression, c'est un mythe. Moi, je pense que alors, je vais répondre à plein de trucs parce que j'avais plein de choses à raconter. Mais d'abord, je pense qu'on est entrepreneur comme on est de manière générale. C'est-à-dire, dans mes boîtes précédentes, j'ai vu des gens qui étaient des hyper bosseurs et qui bossaient jusqu'à 23h ou minuit tous les jours, et qui concrètement, je pense qu'ils sont devenus, s'ils devenaient entrepreneurs, ils deviendraient de la même manière. J'ai vu des gens qui étaient hyper efficaces dans la manière dont ils travaillaient. J'ai vu des gens qui étaient très collaboratifs. J'ai vu des gens qui étaient très tout seuls à faire des choses. Enfin voilà, globalement, il n'y a pas une manière d'être entrepreneur, il n'y a pas un archétype. Et je pense que vous regardez tous les grands entrepreneurs qui sont connus dans le monde, ou les exemples, les rôle modèles qu'on peut avoir. Il n'y a pas une seule manière d'être entrepreneur. Moi, je n'ai pas l'impression que ma vie, mon rythme de vie a beaucoup changé par rapport à quand j'étais chez Uber et que j'avais des fortes responsabilités, que j'étais très challengé dans une boîte très internationale, et où concrètement, 2 soirs sur 5 dans la semaine, je bossais, et où je faisais des déplacements, etc. Et je sacrifiais plein de choses pour ma vie. Ma vie n'a pas changé du tout au tout entre maintenant et entre avant et maintenant. Donc ça, je pense que faut pas avoir de fantasme là-dessus. Ou si sa vie change, c'est que justement on avait envie de changer quelque chose, et que de se dire ouais, j'ai été dans une boîte plan-plan avant, et maintenant j'ai envie de me développer corps et âme, donc j'ai envie pendant les 5 prochaines années de travailler jour et nuit, et voilà. Enfin, il y a tout un tas de choses. Ce qui est vrai en revanche sur l'entrepreneuriat, c'est que c'est un peu comme l'entrepreneuriat, mais encore plus dans l'entrepreneuriat, c'est que comme disaient les Daft Punk, our work is never over. C'est jamais fini en fait. Vous pouvez toujours faire encore autre chose. C'est-à-dire, vous pouvez toujours sur le commercial, vous pouvez toujours appeler un client en plus, envoyer un mail en plus, etc. Sur la tech, vous pouvez toujours développer une fonctionnalité en plus, ou encore améliorer le front, etc. Vous pouvez toujours, etc. Donc, il y a un moment où il faut aussi avoir une lucidité de se dire, OK, quel est le bon équilibre pour moi, pour mes collaborateurs, entre faire toujours mieux et être toujours les meilleurs, et aller toujours plus vite, et garder un équilibre. Mais ça, c'est propre à chacun, et c'est la manière dont on a envie de fonctionner. Et alors, je vais poursuivre, c'est extrêmement intéressant. Alors après, je pense que tu as une vision un peu particulière, parce que justement, on va dire, Pierre et moi, on est devenu entrepreneurs plutôt sur le tôt. Alors toi, tu n'es pas devenu entrepreneur sur le tard pour autant, parce qu'on a des entrepreneurs qui ont passé 50 ans, 54, 55 pour les plus âgés, qui se sont lancés, en tout cas au Swave. Et puis, le monde ne s'arrête pas qu'aux frontières du Swave, et bien heureusement. Mais tu avais sans doute cette maturité. Moi, je peux te dire, en te livrant mon expérience personnelle, qu'à 28 ans, quand j'ai lancé mon projet, il y a eu cette notion de vide, et vraiment il n'y a plus de limite en fait entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Je travaillais en plus avant sur des horaires de marché, donc la bourse de Paris, elle ouvre le matin, elle finit le soir, et c'est tous les jours à la même heure. Donc après, on peut venir beaucoup plus tôt quand on a des choses à faire, mais bon, ça reste, on se sent peut-être moins engagé, parce que on n'a pas cette responsabilité. Tu le disais tout à l'heure, Denis, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est entrepreneur, si on se plante, on envoie au tapis. On s'envoie au tapis, mais on envoie potentiellement au tapis tous ses collaborateurs aussi, ce qui est problématique. Moi, ce qui même
au bout d'un moment, peser sur ma santé, ne serait-ce que physique. Et puis, on le voit chez plein d'entrepreneurs, en l'occurrence, et ça demande… Alors, je pense que tu fais preuve d'une grande maturité dans la façon dont tu approches le projet Better Way. Et du coup, ça se sent et dans cette partie posée de ta personnalité quand tu abordes le sujet. C'est pas le cas chez tous les entrepreneurs. Et c'est dommage d'ailleurs, parce que ça ferait sans doute beaucoup de bien d'ailleurs aux écosystèmes. Et puis, si je tire la bobine toujours pour répondre à la question de Monique, il y a une comparaison que je peux donner qui est issue d'un programme qu'on a fait avec un grand corporate du secteur financier, qui était un programme d'accélération qui leur a été dédié. Et au bout d'un moment, ils disaient, voilà, on veut accélérer des projets innovants, comment ça va se passer? Et on s'est posé la question de, est-ce qu'on va accélérer des projets innovants en interne, ou est-ce qu'on va au contraire prendre des projets extérieurs à ce grand groupe et venir les accélérer en son sein? Et la terminologie qui a été adoptée, c'est, bon, au final, on ne va pas prendre d'entrepreneurs, on va prendre que des externes, parce qu'en fait, au niveau intrapreneur, on a peur, surtout dans le secteur financier où les salaires sont souvent assez confortables, on a peur qu'il n'y ait pas suffisamment l'odeur du sang. Alors, c'est très violent comme expression, mais ça dit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on a plein d'entrepreneurs qui viennent au Swave ou sur nos autres dispositifs, qui au début, moi c'était mon cas également, et c'était peut-être le cas de certains d'entre vous aussi, qui au début ne se payent pas. Bon, ça c'est quand même très fréquent quand on lance un projet d'entreprise, et qui sont rémunérés sur des indemnités chômage. Moi, si je prends mon exemple très personnel, mon entreprise, un peu comme toi, Pierre, d'ailleurs, avait été rachetée par une autre entreprise. Je travaillais pour un broker qui venait de se faire acheter. Il y a eu un plan de départ volontaire. J'ai levé la main, j'ai pris un chèque au départ. Et puis, et c'est là où moi, je me suis vraiment senti entrepreneur, c'est que quand on prend le chèque au début d'indemnité, ou quand on se lance, on se dit « Ah, super, il y a quelque chose ». Puis très, très vite après, quasiment dans la seconde qui arrive après, on sent qu'il y a un compte à rebours qui commence à partir et qui se rapproche plus ou moins vite de zéro. Et là, c'est l'odeur du sang, on commence vraiment à sentir ce que ça veut dire. Et donc, il y a vraiment cette nécessité qu'on a peut-être moins dans l'intrapreneuriat. Pour autant, l'intrapreneuriat n'est pas gage de succès. C'est-à-dire que l'intrapreneuriat, pour moi, c'est une espèce de « je saute de l'avion », pour reprendre la métaphore de tout à l'heure, et je me dis que potentiellement, je peux remonter dedans. Et pour autant, dans la gestion des projets d'entrepreneuriat, il y a une vraie difficulté qui est la difficulté RH, parce qu'on va prendre des porteurs de projets qu'on va sortir potentiellement de leur équipe à temps partiel ou à temps plein. Et on se pose rarement la question de « Ok, mais si le projet foire ?» Parce que s'il marche, on se dit « Génial, c'est un nouveau projet dans l'entreprise. » Éventuellement, on va jusqu'à la spin-off. Très bien, belle success story, et on en connaît. Mais il y a quand même 90% des projets d'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, l'entreprise dit « Ah oui, bon, bah, ok, c'est satisfaisant. Bon, bah, on va voir comment ça se passe. Ah tiens, on va peut-être mettre ce nouveau projet dans le fameux channel de l'IT, donc dans une roadmap IT qui potentiellement va faire 12, 18, 24 mois. Puis je ne vais pas aller plus loin, mais on sait que ça peut aller plus loin. Et derrière, qu'est-ce qui se passe pour les équipes? Et on a beaucoup d'entrepreneurs qui, en fait, après avoir géré leur projet d'entrepreneuriat, finissent par démissionner, changer de boulot, parfois monter leur boîte, mais parfois simplement ne se sentent plus à leur place dans l'entreprise qui les a pourtant accompagnés et lancés sur l'entrepreneuriat. Donc, c'est quelque chose qui est toujours un tout petit peu à double tranchant à ce niveau-là. Je me suis permise de poser cette question. C'était parce qu'en fait, si on reprenait un peu la thématique du début, c'était prendre à contre-pied des règles. Est-ce que moi, en fait, quand je vous entendais parler tous les trois, j'avais l'impression que pour faire ça, on a vraiment besoin de cette fibre d'entrepreneur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est au sein d'une ETI, comment je peux donner un peu cette fibre-là aux différents collaborateurs, parce qu'on a plein de règles, plein de process qui peuvent nous bloquer, et comment en prendre l'avantage, en fait. Et donc, la question, c'était, est-ce que les entrepreneurs peuvent être une solution? Mais je comprends tout à fait ce que disait Denis sur le fait que ça dépend aussi de la personnalité des collaborateurs. Il y en a qui ils ont un certain profil, etc. Mais moi, la question que j'ai vraiment, c'est comment je peux appliquer vos
votre fibre en fait au sein d'une entreprise pour apporter un peu d'innovation. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de l'innovation partout, etc. Mais voilà, par exemple, l'exemple sur les notes de frais, etc., clairement, ça nous barbe tous. Bon, pour l'instant, on en a beaucoup moins parce qu'on on voyage pas, mais c'est des choses, je me dis, est-ce que nous, on aurait pu aussi réfléchir nous-mêmes sans besoin de faire appel en fait à une entreprise externe pour régler ce genre de soucis. Moi, mon conseil pour avoir été les deux, il faut créer les conditions du saut en parachute. Donc la capacité de dire ok, maintenant tu vas sauter, tu es libre de ce que tu veux faire. Donc le projet, c'est vraiment le tien. On va pas venir interférer, on va pas venir te demander des comptes toutes les 2 minutes et venir dire ah non, c'est pas comme ça qu'il faut faire, etc. Et tu vas pas avoir quelqu'un qui va être au-dessus de toi. Donc il faut vraiment que c'est ça être entrepreneur ou être intrapreneur, c'est vraiment prendre le projet, tout faire, le maîtriser et se dire on va changer d'endroit, on va changer de direction, etc., sans avoir des gens qui interfèrent. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition du saut en parachute, c'est la capacité de te dire, si tu te plantes vraiment. C'est-à-dire, il n'y aura pas derrière des gens qui vont rattraper, qui vont ramasser, qui vont machin, etc. Si tu n'ouvres pas le parachute au bon moment, désolé Edouard, tu te craches. Donc, c'est ça qui fait la différence entre un chargé de projet en interne et un intrapreneur. C'est cette capacité de donner à la fois, c'est du donnant-donnant, c'est à la fois de la liberté, mais aussi de la responsabilité. Et je pense qu'il faut bien réussir dans la culture de l'entreprise, pour l'avoir vécu moi, d'avoir cette liberté et cette responsabilité. Je rajouterai une chose à ce que dit Denis. C'est aussi le droit à l'échec. Alors, je sais qu'on parle du saut en parachute, mais on a un parachute de secours. Et c'est donc la capacité à ouvrir ce parachute de secours, mais surtout de remonter dans l'avion pour sauter et pas l'ouvrir à nouveau. Et ça, c'est pas dans la culture française de donner le droit à l'échec, le droit de se tromper. Alors, il faut se tromper vite, il faut recommencer vite, parce que c'est comme ça qu'on réussit. Mais il faut laisser cette flexibilité qu'on ne connaît pas très bien dans les modèles des grands groupes français, pour en avoir vécu l'expérience et en étant plutôt intrapreneur au sein d'un grand groupe. Et ça, c'est un point complémentaire que je dirais qu'il faut rajouter, et avoir cette capacité en tant que manager de permettre aux équipes de tester, en fait. C'est du test and learn, et pas considérer que quand on n'y arrive pas du premier coup, c'est un échec. Et je vais aller dans ton sens, Hélène. À mon sens, il y a deux choses qui sont plus ou moins actionnables, en tout cas l'une qui est très actionnable et puis l'autre qui vraiment tient de la culture d'entreprise. Sur la culture d'entreprise, c'est quand on va chez Google, qui n'est pas vraiment une ETI, on vous dit, enfin les gens vous disent en fait, chez nous on est dans la culture du bêta permanent. Donc on est toujours en phase de test, on est toujours, et ça se sent énormément dans les équipes, cette idée, mais dans plein de structures innovantes et on va dire anciennes startups, structures de la nouvelle économie, on aurait dit dans les années 90, 2000, début 2000. C'est vraiment cette idée de pouvoir se dire qu'il y a des process, comme vous le disiez, Monique, mais en fait, il faut les remettre en cause en permanence. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui doit s'inculquer dès le départ. C'est un peu comme ce que tu disais, Pierre, sur la féminisation des équipes. Je pense que si on ne l'a pas fait au tout début, il faut, enfin, le coût d'opportunité est vraiment plus élevé pour pouvoir insuffler cette dynamique d'innovation permanente. La deuxième chose, et ça on l'a vu, donc c'est quand on n'a pas fait dès le début et que c'est un tout petit peu compliqué, c'est le levier un tout petit peu plus fort, mais qui demande même chose, des décisions politiques qui ne sont pas extrêmement simples. C'est dans les objectifs, on est en plus, c'est la période, dans les objectifs annuels, donc les fameuses périodes des évaluations des objectifs, intégrer dans les objectifs de tous les opérationnels la prise en compte des projets d'innovation. C'est-à-dire que si jamais vous n'avancez pas sur un sujet qui n'est pas nécessairement core business sur votre métier, finalement, on aura considéré que vous avez fait votre boulot, mais peut-être pas 100% de votre boulot.
Et ça, c'est un peu radical. Quand je l'ai proposé à certains groupes du secteur financier, ils m'ont tous dit « c'est une super idée, mais on ne va pas le faire parce qu'on a 10 000, 50 000, 100 000 salariés et que pour prendre une telle décision de changer la politique d'objectif de groupe, ça va prendre des mois. » Quand on est dans une ETI, c'est encore le moment où le faire, ça peut être faisable et à moindre frais. Et ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on prend d'autres questions? Parce qu'on avait... Moi, j'aurais bien une question, puis je crois que Claudia en a une. Je reviens au début, surtout l'exemple des notes de frais. Moi, je trouvais vraiment intéressant. J'ai eu la chance de travailler dans beaucoup de boîtes de la tech californienne et ça devenait l'horreur, ces notes de frais. C'était une très grosse boîte. Et c'est aussi sur l'innovation, innovation incrémentale, innovation disruptive. Et en fait, c'était Cisco. Hein. Et il y a vraiment une rupture à un moment, ce qu'ils ont décidé de faire, vraiment questionner le process. Mais pourquoi on fait ça? Et est-ce qu'on a vraiment besoin de faire toutes ces vérifications de notes de frais, etc. Et bon, évidemment, c'était pour toutes les filiales, tous les pays. Et en fait, ils ont remis en question complètement pourquoi on faisait les choses. Ils ont dit, mais si on faisait confiance aux employés, si on leur expliquait, si on leur donnait la transparence, est-ce qu'on ne simplifierait pas complètement la façon dont on fait les choses? Et Total, ça a complètement allégé, les employés ont été alors là ravis. Alors, évidemment, on signait tous un papier comme quoi on s'engageait à une avait de validité qu'effectivement on respectait. Et ça a fait qu'il y a eu énormément de transparence. On disait, voilà, les départements les plus vertueux dans l'entreprise, ceux qui ont le mieux optimisé. Et ça a fait qu'eux, ils ont gagné un fric fou parce qu'il y a eu tout un process de vérification qui a été éliminé. Alors, il n'y avait plus que, on le savait, il y avait un audit sur tant d'expenses. Donc, on savait qu'éventuellement, quand on était audité, c'était toutes nos expenses pour les derniers 6 mois, etc. Mais ça a énormément allégé le process. Donc, dans le cadre de l'innovation, je veux savoir si vous aviez des exemples, vous, dans vos entreprises, où effectivement, vous aviez vraiment questionné pourquoi on fait les choses et est-ce qu'il n'y a pas un moyen de faire différemment les choses. Et ça, je sais que quand on disait ça, par exemple, dans les filiales françaises au départ, chez Cisco, ils ont dit non, mais c'est pas possible, quoi. Les gens vont tricher et tout. Et les gens ne trichaient absolument pas plus dans les pays latins que dans d'autres filiales, parce que la culture d'entreprise avait fait que les gens respectaient aussi, suivaient leur culture d'entreprise. Mais c'est des façons de voir l'innovation qui sont un peu plus disruptives, de déjà questionner. Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on peut le faire différemment? Je veux savoir si vous aviez des exemples, parce que moi, les expenses, notamment, ça va. Je dis, ah oui, on peut innover aussi en questionnant le pourquoi. Je te laisserai répondre, Pierre, parce que c'est pas bon pour le business pour toi, cette histoire de note de frais, mais non, je suis d'accord avec ce que disait Edouard. En fait, l'innovation, c'est il y a eu toute une mode dans les entreprises, et j'en ai été un, donc de directeur de l'innovation, en disant comme si en fait l'innovation devait résider dans une équipe de 5-10 personnes dans une tour d'ivoire, alors que tout le reste de la boîte ne faisait pas d'innovation. Et en fait, c'est assez. Et je me suis battu quand j'étais chez Clear Channel pour changer le nom du poste, parce qu'en fait, l'innovation, elle est partout. Et une boîte qui n'innove pas dans tous ces secteurs, elle peut être à la compta, elle peut être à la finance, elle peut être, comme tu le dis, hein, Véronique, hein, elle peut être dans les opérations, elle peut être dans n'importe quel métier, dans les services généraux, il peut y avoir de l'innovation. Donc, en fait, il faut… un des sujets des entreprises, c'est justement, comme disait Edouard, c'est de mettre dans chacun des objectifs la capacité d'innover et de changer et d'améliorer son poste à soi et à la manière, etc. Ensuite, il y a la capacité de créer du new business, du nouveau business, et c'est là où je pense qu'il y a besoin de protéger et de travailler. Donc, il faut pas confondre en fait les processus d'innovation qui sont, eux, des processus qui doivent être vraiment disséminés sur l'ensemble de l'entreprise et où chaque collaborateur à n'importe quelle échelle doit se dire comment je peux améliorer la manière dont je le fais, comment je peux innover, comment je peux utiliser les meilleures pratiques dans mon métier, y compris dans des métiers techniques. Hein.
surtout dans les métiers techniques, et la création de nouvelles opportunités, qui est là un vrai métier différent de partenariat, d'opportunités, de travail sur les nouveaux marchés, etc. Alors moi, j'aimerais rebondir sur ce que j'appellerais peut-être une troisième voie que j'ai eu l'occasion d'expérimenter en accompagnant, en coachant avec le labo de l'édition d'ailleurs, Pierre, des projets de grosses structures, Air France, Natixis, où le choix avait été de dire, voilà, en interne, vous allez être limité par nos contraintes, par un état d'esprit qui est extrêmement rigide. En même temps, vous avez des idées qu'on aimerait pouvoir garder pour nous, sans pour autant prendre le risque de vous perdre, que vous montiez une start-up et qu'on soit obligé de vous racheter. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous laisser choisir un projet qui a un lien avec l'activité de l'entreprise, vous payez, entre guillemets, en tout cas, vous laissez être incubé pendant un certain temps chez un incubateur comme si vous étiez une start-up, en ayant le libre champ d'action pendant cette période. Et ensuite, vous revenez comme une start-up, pitcher à l'entreprise votre projet, adhésion ou non adhésion. Qu'est-ce que vous pensez de ce… Est-ce que c'est une troisième voie qui a vocation à être développée? Quelles sont, d'après vous, les forces et les faiblesses? Est-ce que c'est un premier pas vers l'innovation en entreprise ou est-ce qu'il vaut mieux un entrepreneuriat classique? Alors, en fait, ce que vous décriviez, Claudia, c'est effectivement au labo de l'édition qui fait partie de Paris & Co, donc c'est la même, même agence, on est d'accord. C'est l'intrapreneuriat en immersion. Oui. Ce qu'on appelle. Nous, c'est comme ça qu'on coach. Alors, il y a plusieurs acteurs. On est loin d'être les seuls sur la place à accompagner de l'intrapreneuriat. Ça se fait plus ou moins bien. Je peux en… non, on est filmé, donc du coup, je vais pas vous donner tous les détails croustillants, parce que je vais faire attention à ce que je raconte quand même. Mais on a un grand acteur public, on va dire ça comme ça, qui a travaillé avec nous sur des projets d'entrepreneuriat, qui avait une culture extrêmement, on va dire, jacobine, très centralisatrice. Et en fait, l'idée de mettre des collaborateurs en immersion, ça a été un drame pour ces collaborateurs. C'est-à-dire qu'en fait, les projets ont avancé, mais ça s'est vraiment fait dans la douleur, parce que quand la culture d'entreprise, elle n'est pas là au départ, ça demande un tout petit peu d'agilité quand même, de sortir quelqu'un, de le mettre dans… Alors déjà, on voit dans une même entreprise, quand on fait les fameux déménagements à l'intérieur de bureaux, ce genre de choses, c'est toujours des sujets ultra crispants pour ce genre de choses, alors qu'on se dit, quand même, on est entre adultes, c'est pas un plan de classe à l'école, pas grave si tu n'es pas à côté de ton meilleur copain ou ta meilleure copine. Mais pour autant, c'est toujours un vrai sujet. Et alors là, quand on dit à des collaborateurs, en fonction de l'institution, de l'entreprise dont on parle, en disant, en fait, pendant 6 mois, tu vas être au milieu de gens que tu ne connais pas, bon… moi, j'ai à titre personnel un tempérament qui est plutôt adaptable et flexible sur ce genre de choses, donc ça me paraît toujours un petit peu bizarre, mais force est de constater qu'en réalité, il y a plein de gens pour qui c'est extrêmement traumatique. Et traumatique dans les deux sens, c'est-à-dire que d'un côté, eux perdent complètement leur repère, et donc ça peut vraiment être très compliqué. De l'autre, il y a aussi le côté loin des yeux, loin du cœur des personnes dont on les sépare. Et ça peut être aussi, on va dire, en fonction de la dimension politique de l'entreprise dont on parle, ça peut être très compliqué. Et donc, le nerf de la guerre, vraiment, et nous, c'est comme ça qu'on a essayé de craquer un petit peu le code de cette problématique, c'est en travaillant très en amont sur la sélection des intrapreneurs. C'est-à-dire la sélection des personnes. Et en fait, voilà. Et il ne faut pas juste se dire, tiens, il y a une bonne idée. Ah oui, mais il y a Bernard à la compta ou Michel aux opérations qui vont pouvoir le faire. Ça va demander vraiment des tests. C'est quasiment des tests de personnalité. En fait, j'ai pris l'exemple du parachutisme tout à l'heure, je vais en prendre un autre. C'est un peu les mêmes tests, évidemment, on m'en poussait, mais qu'on ferait quand on sélectionne un astronaute ou une astronaute. On se dit, mais en fait, comment… il y a le savoir-faire technique, et puis il y a, oui, mais au final, quand je t'aurais mis dans l'ISS pendant 6 mois en apesanteur avec des gens que tu n'as jamais vus et confinés, alors certes, le confinement est devenu… On a tous amélioré notre skills en matière de confinement. On est tous masters. Ces derniers mois, mais on en est quasiment à ça. Si on le fait comme ça, alors effectivement, ça peut être une… En tout cas, nous, on travaille sur ces projets-là pour le faire sur cette troisième voie, on va dire. Et il y a un niveau d'innovation. La question derrière, c'était est-ce qu'on peut constater un niveau d'innovation
intéressant, suffisant, ou est-ce qu'il est automatiquement réduit de par les circonstances? Il est pas réduit si on le fait comme ça, il peut aller plus loin. Mais alors là, je vais faire le lien avec la question de Monique tout à l'heure. C'est quand on parlait des process. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir le risque aussi d'être aussi séparés. C'est le choc des civilisations en retour. C'est-à-dire que vous mettez des gens dans un environnement où si je prends le Swave à la Grande Arche, comme enfin pour ce qui m'incombe, ou d'autres dispositifs au labo, c'est à peu près la même chose. Donc, vous mettez des personnes qui ont l'habitude d'être très processées dans un environnement où, au bout d'un moment, on leur ouvre un peu les chakras. Hein, c'est quand même un tout petit peu ça dont on parle. Oui, mais au bout d'un moment, c'est bien d'arriver avec les chakras extrêmement ouverts. Si de l'autre côté, on n'est pas prêt à recevoir ces personnes et ce degré d'innovation, c'est là où ça crée de la frustration. En fait, c'est vraiment là où on peut avoir des personnes, et ça, moi, je l'ai vraiment vu, des personnes qui sont arrivées en disant, OK, on avait peur au début, on s'est acculturé un petit peu à ce nouvel écosystème. Ah, mais en fait, je me rends compte que l'univers des possibles dépasse très souvent ce qu'on m'a dit chez moi. Puis je reviens plein d'espoir, plein d'ambition sur la gestion du changement dans mon entreprise. Et là, on dit non, mais en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a la procédure de révision des procédures qui fait que ça va être un tout petit peu compliqué, quoi. Donc, c'est très fluctuant et ça a vraiment, enfin, beaucoup d'entreprises ont vu dans l'intrapreneuriat une façon en se disant tiens, on va faire de l'intrapreneuriat et vu qu'on l'a décrété, ça va marcher. En réalité, ça se prépare quand même vraiment très, très en amont, ce genre de politique d'innovation. On sort un tout petit peu du sujet de la conférence initiale. Oui, absolument, mais c'est quand même très intéressant. Juste pour compléter et avant, pour revenir dans le sujet, du coup, est-ce qu'il y a tout un travail qui est fait pour la phase de réintégration des collaborateurs qui ont été mis comme ça en intrapreneuriat externe vers les structures? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai eu la chance de partir diriger une filiale un peu à l'autre bout de la Terre, avec beaucoup de décalage horaire. Donc, autant dire que l'entrepreneuriat, il est à son maximum. On est plus entrepreneur qu'intrapreneur même. Mais quand on revient dans la structure, et là, on refait face au process, aux façons de fonctionner, etc. Et on est complètement en décalage sur notre vision. Et la réintégration est parfois extrêmement douloureuse parce que on ne correspond plus aux critères existants, en tout cas dans l'entreprise, et ce qui a été défini. Donc, sortir les gens, c'est bien, mais comment on prépare leur réintégration au risque de ne pas les faire partir, tout simplement, hein. À un moment donné, quand on n'est plus aligné, il y a un vrai problème parce qu'on se sent née une frustration qui est liée au fait qu'on vous empêche d'innover, d'avancer en tout cas d'une certaine manière, bonne ou pas bonne. On n'est pas en train de juger, mais en tout cas, quand on laisse partir les gens comme ça et qu'on leur donne beaucoup plus de liberté, les ramener, il y a sûrement une vraie préparation aussi. Et je rapprocherai ce sujet en me tournant vers toi, Pierre, pour le coup, parce qu'à mon avis, c'est deux questions qui sont pas identiques, mais qui sont symétriques. Il y a la question de l'intégration des collaborateurs, mais l'intégration finalement, et c'est là où on peut avoir un lien avec le projet Genji, de nouvelles procédures dans les procédures existantes. C'est comment en fait, à mon sens, il y a une analogie assez forte entre comment j'intègre une solution innovante dans quelque chose qui est assez figé, type comment j'intègre Genji dans des processus de gestion de notes de frais et d'expense qui sont déjà en place et parfois dans des grands groupes où pour le coup les process sont très très lourds et puis on a des effets de bord très très forts dès qu'on bouge un petit doigt. À mon sens, c'est finalement la question de l'intégration des salariés ou de la réintégration. C'est une question RH qui est qui peut être assez douloureuse, mais la question du changement, c'est quelque chose qui peut être assez propre au secteur financier parce qu'en plus on touche à quelque chose qui est assez sensible, qui est l'argent. Ouais, non, mais c'est très vrai. Alors, je vais d'abord préfacer en disant que Hélène, je compatis parce que nous, on a ouvert donc notre troisième pays dans lequel on est physiquement présent, qui est Singapour. Et donc, je me tape mes calls de 7h du matin avec les équipes. Donc, j'ai pareil, il n'y a pas que les annonces de 18h. Je trouve que les rythmes évoluent selon les choses. Donc, ça, c'est une première chose. Sur la partie, ouais, donc, il est clair que pour notamment revenir aussi à ce que disait Véronique,
pour une boîte qui va être un peu entreprise libérée, on va dire, pour faire très, très, très caricatural, il y a quand même 99 sociétés qui vont rester dans un process établi. Donc, nous, on supporte évidemment ces modes différemment. Évidemment, pour nous, les deux nous vont. Et évidemment, plus c'est, je dirais, du contrôle par sampling, des trucs automatisés, etc., avec le support, effectivement, des audits automatisés, détection de fraude, etc., qui font que, globalement, on peut faire relativement plus confiance. Évidemment, nous, on pense que c'est le sens du marché global et le sens de la société. Néanmoins, effectivement, pour avoir aujourd'hui quand même une bonne part de marché sur le SBF 250, c'est vrai que les process sont lourds, très, très lourds. Et l'expense, la dépense professionnelle, il va y avoir un souci supplémentaire. Donc, comme l'a dit Edouard, il y a un problème, c'est que côté compta, vous avez généralement une volonté d'avoir exactement à isopérimètre les écritures que vous produisez depuis 50 ans. Ça, c'est une première chose. Erreur incluse. Donc, quand vous avez fait une connerie sur le compte un tel de tel truc, vous voulez reproduire. Parce que de toute façon, après, ça bousille votre reporting, votre conso, etc., etc. Ça, c'est un premier truc. Et effectivement, je pense qu'il y a une tension particulière dans les équipes finances, parce qu'effectivement, dès que ça touche le RP, dès que ça touche des choses comme ça, il faut quand même rester dans des cadres très, très précis. Et ce n'est pas parce qu'on a une solution moderne, innovante, etc., qu'il ne faut pas s'intégrer là-dedans. Nous, par contre, évidemment, on fluidifie le process au sens où vous n'avez plus besoin d'avoir des gens qui vont taper vous savez, avec le stylo à l'envers sur la Casio, sur la calculatrice Casio, pour par exemple faire des pertes de change, parce qu'ils ont 10 salariés détachés au Mexique qui sont payés par les Brésiliens, mais qui font des dépenses en se déplaçant, etc., qu'ils ont payé sur l'Amex, qu'il y avait des frais de change, etc. etc. Donc, je pense que vous imaginez la complexité parfois des écritures qu'il peut y avoir quand on rembourse quelqu'un dans sa devise locale, qu'il est agrégé en comptabilité sur une filiale qui n'est pas dans le même truc, et que bien sûr la conso globale est en francs suisses sur la corp, ça a des effets de bord monstrueux. Donc déjà, normalement, on règle ces problèmes par de l'humain. Il y a des gens qui vont dire, il y a 4 centimes de francs suisses qui est d'écart, et on va faire une ligne de perte de change, etc., etc. Donc voilà, tout ça. Donc je dirais, quelle que soit finalement la crispation sur ce processus, il y a quand même déjà une première chose qu'on peut apporter, c'est l'automatisation. Parce qu'en fait, le but tout de même, c'est quand même d'avoir des humains qui passent leur journée à faire des trucs qui quand même, aujourd'hui, ont quand même moins de sens. Néanmoins, c'est clair qu'il y a une très forte crispation. Je dirais qu'il y a une très forte crispation aussi, notamment dans les secteurs qui ont des règles alors, si je vais prendre les termes français, mais c'est applicable à peu près à tous les pays, parce qu'on dit toujours c'est la France, mais en fait, pas du tout. Quand vous avez des accords de branche, donc vous avez par exemple des barèmes spécifiques pour une branche. Ça, c'est des choses, on est d'accord, évidemment, on peut vouloir simplifier ou pas, mais ce n'est pas possible, parce que les accords de branche, ils ont été faits en 1910, ils sont mis à jour tous les ans par l'accord de branche, et ça, d'une manière ou d'une autre, il y aura peut-être un jour un choc de simplification sur certaines choses, mais néanmoins, les process sont très complexes de base. Ils sont très complexes, et ce n'est pas du tout, je suis complètement neutre là-dessus, mais évidemment, ils occasionnent aussi des contrôles et des taux de vérification qui sont extrêmement compliqués. Parce qu'il faut savoir que telle personne s'est déplacée dans tel endroit précis, que le barème, c'était ça, etc., etc., etc. Donc, je dirais qu'il y a deux grands challenges. Par ailleurs, effectivement, c'est vrai que ça reste quand même tout ça dans un contexte de fiscalité qui est quid de la TVA. Généralement, est-ce qu'elle est récupérable, est-ce qu'elle n'est pas récupérable, est-ce qu'il y a la TVA locale, est-ce qu'il y a la TVA de zone, etc. Donc, en fait, il y a quand même des cadres qui sont complexes et on peut arriver à simplifier. Et je dirais que la simplification, elle se fait très largement sur le taux de nécessité d'avoir des humains dans ce process pour les parties, je dirais, répétitives. Et donc, par exemple, là, vous parliez de la vérification de tous les tickets, etc., etc. Mais je pense que voilà, il y a un vrai…
il y a une vraie innovation aujourd'hui à apporter parce que même justement dans des cadres extrêmement régulés ou extrêmement compliqués, la majorité quand même des opérations de contournement humain qui sont faites toute la journée sont répétitives, extrêmement répétitives. Et par ailleurs, l'humain n'est pas la meilleure machine pour faire ça en boucle pendant 8 heures par jour avec des kilos de chiffres qui défilent sur l'écran. Donc en fait, on sait en plus que cette manière de régler qu'on a eue pendant des années n'est pas très bonne. Je vais prendre un exemple même des trucs très très bêtes et très triviaux qui ne sont pas forcément liés, mais nous, par exemple, vous allez prendre une photo, vous allez avoir l'extraction automatique. Ça va vous dire, c'est au Luxembourg, c'est payé en euros, etc. etc. Bon. Vous prenez les taux humains de reconnaissance d'une date sur un ticket de caisse. Et ben nous, aujourd'hui, quand on le passe, par exemple, à des opérateurs humains pour faire des benchmarks de labellisation de données, ben, un humain, il se plante à peu près 34% du temps sur la date. Déjà, vous avez tous les cas de date à l'américaine versus date je dirais, en normal. Vous avez tous ces cas-là. En fait, c'est un enfer pour un humain parce qu'en fait, il y a un nombre d'opérations à faire. Vous dites, ah ouais, ce ticket, ah, ça a l'air d'être l'Allemagne, ah, donc la date, elle doit être dans tel sens, etc., etc. Donc, en fait, on ne se rend pas compte, mais il y a énormément de choses qui, finalement, aujourd'hui, sont solubles de façon avec pas mal d'algos intelligents, voire de l'IA, mais qui sont des problèmes humains où l'humain était tout simplement inadapté à faire ce genre de choses. On n'est pas la meilleure machine pour faire ce genre de process. Donc, voilà, c'était une espèce de réponse un peu globale sur ce sujet. Je vais proposer, Édouard, qu'on boucle et le sujet, parce qu'il nous reste 5 minutes. Du coup, on aura fait 1h30 de conférence, ce qui est vraiment top, merci. Et je te laisse la main pour la conclusion avec Pierre et Denis. Et ben, sur la conclusion, alors oui, il nous reste quelques petites minutes, mais enfin, nous, ce qui nous semblait un tout petit peu intéressant de vous apporter, en tout cas d'illustrer, c'était plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a… En France, on voit souvent le secteur financier comme un secteur qui est un tout petit peu à part parce qu'il a plein de déterminants très spécifiques. On le voit comme très techno, on le voit comme un peu pénible, si je prends l'exemple des notes de frais, ce que tu disais, Pierre, au début, pas sexy. En l'occurrence, il y a des déterminants à avoir en tête aussi. C'est les Français n'aiment pas trop la finance, mais en l'occurrence, ils aiment leur banquier. Il y a quand même ça, c'est ce que montrent les enquêtes d'opinion. Et donc, dès qu'on veut mettre en place du changement dans ce secteur-là, c'est un tout petit peu compliqué parce qu'il y a parfois des tentations de vouloir tout changer, mais finalement sans trop changer quand même. Les innovations qui sont portées, je le disais un petit peu en introduction, en fait, ce qu'on veut faciliter, c'est plutôt l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, parce qu'aujourd'hui, on a encore l'image de je veux aller à la banque, mais la banque, elle est ouverte que de 9h à 17h, et au final, vous êtes sympa, mais moi, je bosse de 8h30 à 19h30, donc ça va être un peu compliqué pour aller venir travailler avec vous. Il y a la notion de pour innover dans le secteur financier, et ça, je pense qu'on l'a vraiment développé en détail. Pas besoin nécessairement de venir du métier, parce que là, vous avez l'expérience de deux super porteurs de projets qui, en l'occurrence, vous démontrent au quotidien par leur action que finalement, les innovations, elles viennent, et c'est en lien avec l'idée de l'UX, de constatation, c'est-à-dire, tiens, les notes de frais, c'est vraiment pénible. Tiens, la mobilité, il va se passer quelque chose d'un point de vue réglementaire et du coup, je vais pouvoir m'emparer de ce sujet-là. Ça, c'est vraiment un sujet dans le wrap-up qui me semble assez important. Donc, c'est vraiment ce qu'on voit aussi dans les publics. Je n'ai pas sorti Pierre à deux dents de ma manche en me disant, tiens, c'est les exceptions, je vais les sortir. Je pense qu'ils reflètent bien ce que c'est que l'innovation dans le secteur financier à ce niveau-là. À tel point d'ailleurs que Pierre est maintenant au board de l'association professionnelle France FinTech depuis quelques semaines pour représenter la cause. Donc, il y a vraiment cette idée de je pars du constat et c'est le fameux start with the why. Je commence par le pourquoi, pourquoi je le fais, pourquoi je le fais, on se l'est dit aussi tout à l'heure, c'est ne pas être
trop amoureux de son idée, c'est-à-dire il faut aimer ce qu'on fait parce qu'on va y passer du temps et au bout d'un moment, il faut quand même avoir envie de passer un peu de temps, mais pas trop amoureux de son idée non plus parce qu'au bout d'un moment, c'est ce que tu disais Pierre, on va rester que dans notre couloir de nage à faire que ce qu'on aime ou alors on va avoir une vie qui va être relativement déséquilibrée et Denis est un bon exemple de moi j'aime mon idée mais en même temps je garde ce qu'on appelle le fameux life balance qui est un tout petit peu nécessaire si on veut. Enfin, l'entrepreneuriat, c'est un sprint, c'est un marathon qu'on veut courir à la vitesse d'un sprint, hein, ça c'est bien connu. Et puis derrière, c'est comment finalement gérer cette innovation en interne comme en externe. Dans les grands groupes, on a évoqué la question de l'intrapreneuriat, qui est une façon de gérer le changement, mais en l'occurrence, si on veut que nos startups et les projets du secteur financier, comme dans les autres secteurs, on peut se le dire, fonctionnent très bien, grandissent, créent de l'emploi, ce qui est un de mes indicateurs de performance en tant qu'agence de développement économique, on a tout intérêt aussi à ce que dans les grands groupes, et ça on a évoqué la question de l'intrapreneuriat, on se mette en place, qu'on ait un changement d'état d'esprit. Alors, en fonction du groupe, est-ce que c'est de l'innovation permanente, on parlait de l'ETI avec Monique, le fait de se dire, tiens, en fait, on va être aujourd'hui dans une politique du bêta permanent, ou est-ce que, en l'occurrence, on va dans des dynamiques beaucoup plus larges de groupes un tout petit peu plus rigides, parce qu'avec plus de process, plus de milliers de collaborateurs, et dans ces cas-là, comment on peut essayer de faire infuser cette innovation avec des projets de type intrapreneuriat, avec tous les caveats qu'on a pu évoquer. En tout cas, moi, c'est ce que je retiens de cet échange aujourd'hui. Je pense que ça balaye un petit peu. Je ne sais pas si vous avez des points complémentaires, mais je pense que si on se dit ça, déjà, on a une bonne vision quand même de ce que peut être l'innovation dans le secteur financier. Pierre, est-ce que ça vous... J'ai été ravi d'en parler et tu avais fait un bon résumé comme d'habitude, Edouard, donc bravo. Je suis résumeur professionnel. Il est très fort. C'est mon côté Yves Calvi. En tout cas, un très grand merci à tous les trois pour ce partage d'expérience. On a même doublé le temps tellement c'était passionnant, intéressant. En tout cas, moi, j'ai adoré. Bravo. Bravo pour cette transparence, ce partage. Pour ceux qui voudront revoir la vidéo, on va la mettre sur le site Pinkinov. On va la faire circuler. Donc, vous pourrez la revoir. Vous pourrez, tous les